Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi le thème c'est celui de la vie politique et économique américaine. Le quart d'heure américain avec à distance avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une affaire évidemment de grande ampleur qu'on peut suivre d'ailleurs ici également de notre côté de l'Atlantique, mais c'est une affaire très américaine qui fait des ravages au sein de la classe politique américaine. Je parle de l'affaire Epstein qui n'est pas nouvelle, mais qui vient d'emporter dernièrement Larry Summers, c'est ça Pierre-Yves ? Oui, Larry Summers, âgé de 70 ans, du jour au lendemain, n'a plus d'amis. Il n'a plus d'amis parce que ce personnage, j'ai envie de dire haut en couleur, à la fois brillant et extrêmement arrogant, admiré pour ses analyses souvent courageuses, allant contre son camp parfois, parce que c'est un démocrate centriste qui s'est illustré comme secrétaire au Trésor sous Bill Clinton, puis comme conseiller économique de Barack Obama, mais qui avait été très critique du président Biden. Larry Summers, professeur à Harvard, Larry Summers, une des figures de Davos, Larry Summers qui est franchement, depuis 25 ans, en termes de politique économique, un des plus grands personnages à Washington. Eh bien, on s'aperçoit qu'il a correspondu avec des emails pendant des années avec Jeffrey Epstein, et à une époque où Epstein avait déjà été condamné à 13 mois de prison en Floride pour proxénétisme de mineurs. Larry Summers a dû démissionner à reculons, avec beaucoup de réticence, de l'ensemble de ses activités publiques, y compris de celles de professeur à Harvard. En tout cas, il n'enseigne plus à Harvard, mais il garde le titre de professeur. Il voulait rester encore professeur, mais au bout de quelques jours, les excuses qu'il a faites n'ont pas suffi. Il n'est accusé d'aucun crime. Il n'est accusé certainement pas de pédophilie, mais les révélations de ces échanges d'emails qui sont venus avec la publication voulue par le Parti démocrate de ces quelques 20 000 pages d'emails nous montrent que Larry Summers fantasmait d'un adultère avec une économiste chinoise brillante de 30 ans plus jeune que lui et qu'il s'adressait à ce pédophile convaincu, ce proxénète richissime avec lequel il avait fait des affaires en tant que président de Harvard, puisque Epstein avait financé Harvard à l'échelle de plusieurs millions de dollars. Il lui demandait comment il fallait faire pour passer, je cite, à l'horizontale avec cette personne, dont nous tairons le nom, mais dont l'identité a été identifiée. D'abord, c'est une tragédie pour Larry Summers, c'est une tragédie pour son couple, cet homme est marié, et je pense que c'est une très mauvaise chose pour le Parti démocrate qui perd une voix importante de raison et de courage à un moment où le Parti démocrate se cherche et est tenté de virer complètement à gauche et de suivre la voie du socialisme, j'ai envie de dire, à la française. Bon, le Parti démocrate, donc à travers cette affaire Epstein qui emporte Larry Summers, qui perd une forme de vigie ou un repère, en tout cas de sa pensée démocrate. Côté Trump, qu'est-ce qu'on peut dire de la gestion de l'affaire Epstein ? Parce que là aussi, on a vu revirement sur revirement et Trump presque obligé de s'embrouiller avec des magas historiques sur ce sujet Epstein, sachant que la Chambre a voté la publication effectivement des documents la semaine dernière sur recommandation in fine de Donald Trump. Donald Trump a freiné les 4 fers pendant des mois, prétendant qu'il n'avait pas de relation particulière avec M. Epstein suite à sa condamnation. Il dit qu'il n'a rien à se reprocher. Finalement, voyant que sur la droite de son parti, la faction MAGA est très mobilisée dans cette histoire, quand on ne peut pas s'opposer à la marée qui monte, eh bien, on est obligé de l'accompagner. Je ne vois pas comment cette affaire pourrait faire plus de mal à Donald Trump que les précédentes affaires relatives à ses frasques, à ses accusations d'agression sexuelle et autres. On ne va pas destituer Donald Trump une 3e fois. En tout cas, on ne va pas avoir de procès en destitution une 3e fois, puisque
L'expérience a été tentée 2 fois. Mais une partie de la droite du Parti républicain est clairement déçue de cette amitié. Mais la liste des vedettes américaines, alors qu'ils ne sont pas présidents, mais qui ont entretenu des relations trop longtemps avec M. Epstein, est tellement longue. Ouais. Tellement longue. C'est quand même Bill Gates doit son divorce essentiellement à cette affaire, par exemple. Donc, qui aurait cru cela? Je suis surpris d'ailleurs, je fais un aparté. Jeffrey Epstein a passé beaucoup de temps à Paris. La police française a dû saisir des documents sur ses agissements en France. Je serais surpris que toute la lumière ait été faite en France sur ce qui a pu se passer dans son appartement de l'avenue Foch. Là, très honnêtement, ça sort un petit peu de mon champ de compétences, je dois vous dire, Pierre-Yves. Mais les conclusions politiques, quand même, sont intéressantes côté américain. Malgré des résultats Nvidiesques la semaine dernière, Nvidia semble ne plus faire la pluie et le beau temps sur le marché américain, Pierre-Yves. Que se passe-t-il ? Écoutez, j'ai l'impression qu'on a changé de narratif. Vous aviez suivi fin octobre la très bonne conférence de presse de Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui, à l'occasion d'une question qui lui était posée par un journaliste, avait fait un petit dégagement donnant son opinion, bulle ou pas bulle, dans l'intelligence artificielle, et il avait dit en gros, écoutez, ce sont des sociétés énormes avec des modèles économiques très diversifiés qui génèrent énormément de cash, qui investissent massivement dans une technologie qui change vraiment le monde. Parler de bulles est probablement excessif, mais bon, soyons vigilants. Ça, c'était le narratif, je dirais, qui correspondait à beaucoup de gens qui investissent à Wall Street. Depuis 3 semaines, je crois que ce narratif a changé. Et on l'a vu lorsque Nvidia a publié des résultats trimestriels qui sont excellents et qui ont confirmé la forte croissance de la demande pour ses puces les plus productives. Ça n'est pas parce que la demande reste très forte pour les produits fabriqués par Nvidia que nous n'avons pas des valorisations grotesques et injustifiables et que l'euphorie n'a pas créé une bulle dangereuse. Le test, ce n'est pas les ventes de Nvidia. Le test, c'est comment ces ventes sont-elles financées? Qui paye pour ces ventes? Si c'est Nvidia qui finance ses clients dans des relations incestueuses, cela pose problème. Nvidia qui investit dans le capital des gens qui achètent ses puces, OpenAI, et qui renvoie l'ascenseur ensuite à Oracle, qui renvoie l'ascenseur à AMD, et tout le monde s'auto-finance, c'est quelque chose de malsain qui a été, à mon avis, le premier déclenchement de grosses questions que l'on se pose et que l'on voit se manifester dans les valorisations de géants du secteur, à quelques exceptions près. Il y a d'autres choses qui ont été assez bien formulées, parce que ça prend du temps de faire tomber l'euphorie, qui ont été assez bien formulées dans la presse américaine. D'abord, il y a une limite physique, concrète. Le nombre de permis de construire, le nombre de tonnes de béton, le nombre de tonnes de cuivre, la quantité d'électricité qu'il va falloir produire pour faire tourner ces centres de traitement de l'information, qui, à plus de 100 milliards, sont construits par Amazon l'an prochain, plus de 80 milliards par Microsoft, plus de 80 milliards par Google. On est à un seuil de saturation quand on voit le numéro 1 de la génération électrique américain, GE Vernova, dire « nous sommes bookés jusqu'à la fin 2028 », on ne sait pas d'où vont venir ces nouvelles turbines qui vont produire de l'électricité. Quant à la réactivation de réacteurs nucléaires, ça prend plus que 3-4 ans. Donc il y a cette forme-là aussi de saturation. Et puis il y a l'endettement. Vos invités il y a quelques minutes y ont fait allusion. On voit Amazon, on voit Alphabet, on voit Meta, on voit Oracle au cours des 2 derniers mois qui ont emprunté sur le marché pour 90 milliards de dollars en vue de financer leurs investissements massifs. C'est plus que ce qu'ils avaient emprunté au cours des 40 mois précédents. La notation, le rating de certaines de ces sociétés, qui jusqu'à présent avaient très peu de dettes, va finir par être affecté si ces emprunts continuent et s'il n'y a pas en retour, d'ici 2-3 ans, des revenus qui viennent justifier tout ça. Et si j'ai encore une minute, je signalerai l'excellent calcul qui me semble-t-il avoir été fait par le département de recherche de JP Morgan, qui
nous dit, voilà, en gros, d'ici 2031, on va investir, soi-disant, 5 000 milliards de dollars dans des centres de traitement de données pour l'intelligence artificielle. À supposer que le rendement de l'investissement soit de l'ordre de 10%, il faudrait que les sociétés qui investissent là-dedans nous produisent en chiffre d'affaires supplémentaire 650 milliards de dollars. Quel est aujourd'hui le chiffre d'affaires d'OpenAI ? 20 milliards. Vous voyez donc que pour tenir ce rythme effréné d'investissement, il va falloir des miracles dans la production et dans la monétisation, et ça, c'est pas du tout gagné. Ou un backstop gouvernemental, comme le disait la CFO de OpenAI, sous forme peut-être de bourde, effectivement, mais moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette petite prise de position qui n'est pas du tout anodine. On ne pourra pas laisser tomber une boîte aussi systémique qu'OpenAI quand les États-Unis sont en pleine bataille technologique avec l'ennemi juré qu'est la Chine, Pierre-Yves. Ce serait le Lehman Brothers de l'IA. Oui, mais ils ne sont pas cotés en bourse. Non. Qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils valent vraiment ? Alors, j'entends. Sauver une société qui emploie beaucoup d'ouvriers syndiqués et dont le siège est à Détroit, électoralement, oui. Ça paye. Sauver des investissements et des centres de traitement de données qui ne servent plus à rien, est-ce que ça va sauver vraiment de l'emploi et ne va-t-on pas une fois de plus faire un chèque aux richissimes investisseurs de Wall Street ? Politiquement, c'est beaucoup plus difficile à vendre. L'aventure de l'IA continue néanmoins. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse en direct. Si vous nous suivez à la télévision ou via notre site web, bien sûr, vous retrouvez ce quart d'heure comme toutes nos autres émissions en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.